Dans le troisième chapitre de Thermo, s'intéresser au concept d'évolution d'une transformation thermodynamique. Et notamment, on va essayer de décrire ce qui nous paraît être des choses de bon sens, comme par exemple le fait que si j'ai une tasse de café qui est initialement à 60 degrés, et si je la place dans une pièce où l'air extérieur, qui est un gros volume et que je peux considérer comme étant un thermostat, à une température extérieure de 20 degrés Celsius, eh bien, il est clair que si je suis l'évolution de la température de mon café au cours du temps, eh bien, je vais voir cette température décroître jusqu'à atteindre effectivement au cours du temps une température qui correspond à la température du thermostat, à savoir en d'autres termes, obligatoirement, de manière spontanée et de manière irréversible, la température de mon système finit par atteindre, au bout d'un certain temps, la température extérieure. Donc l'état initial, qui est connu, va évoluer vers un état final qui est imposé par les caractéristiques extérieures, ce qui correspond ici à une transformation monotherme avec, pour mon système qui est le café ici, circonscrit à un volume donné, un échange possible, donc des parois, qu'elles soient fictives ou pas, diathermales, obligatoirement. Effectivement, c'est irréversible parce que on ne va jamais effectivement avoir à observer le fait que si je prends un verre d'eau à 20 degrés placé dans une pièce, eh bien spontanément on va pas voir le verre d'eau se réchauffer et la pièce extérieure refroidir. Donc ça c'est quelque chose qu'on observe effectivement jamais. Donc il y a forcément un sens spontané des évolutions pour décrire les transferts thermiques, à savoir que les transferts thermiques, ils se font de manière spontanée des corps chauds vers les corps froids. Maintenant, en termes énergétiques, ça ne coûte pas plus cher, effectivement, d'envisager un transfert thermique vers les corps froids, vers les corps chauds. Puisque si on a la température connue dans l'état initial et la température connue dans l'état final, la transformation, en l'occurrence ici, étant isobare, à la pression atmosphérique, eh bien on peut appliquer le premier principe pour les transformations isobares, à savoir que la variation d'enthalpie correspond au transfert thermique, il n'y a pas de travail autre ici, ce qui implique nécessairement que le transfert thermique, c'est mc fois la température finale moins la température initiale. En conséquence, le transfert thermique, qu'il se fasse dans un sens ou dans l'autre, en valeur absolue, c'est le même. C'est juste une question de signe. Donc, c'est pas plus coûteux énergétiquement dans un sens ou dans l'autre. Alors, pourquoi y a-t-il effectivement un sens spontané? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de décrire. Pour ceci, eh bien, on va construire conceptuellement une grandeur qui va nous permettre effectivement de caractériser l'évolution du système. Vous avez déjà été confronté finalement à ce genre de notion parce qu'en chimie, quand on a une transformation chimique caractérisée par une équation chimique, on a vu que si le quotient réactionnel dans l'état initial est plus petit que la constante de réaction, c'est ici, l'évolution se fait spontanément dans le sens direct, alors que si le quotient réactionnel dans l'état initial est plus grand que la constante de réaction
à l'équilibre, eh bien l'évolution se fait dans le sens inverse. Donc on a déjà été confronté au fait de prédéterminer le sens d'évolution d'un système, en l'occurrence en chimie. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de construire quelque chose qui permet de décrire l'évolution de ce système. L'idée est la suivante ici, puisque spontanément ça évolue dans un sens, eh bien on va essayer d'associer à l'évolution d'un système une fonction mathématique qu'on va appeler S de t, qui est telle que, au cours du temps, cette fonction est une croissance déterminée, puisque notamment si je reprends l'exemple de cette transformation chimique, dans le sens direct par exemple, on sait que l'avancement x de t croît au cours du temps. Donc là, on va essayer de construire quelque chose de la même manière, à savoir que au départ, cette fonction a une certaine valeur, S initiale, et elle va croître jusqu'à atteindre à l'équilibre une valeur donnée. Ainsi, et là, dans un premier temps, je vais prendre comme si l'ensemble de mon système était isolé. J'insiste bien ici, il y a une croissance en cours de transformation. Et quand on arrive à l'équilibre, eh bien la croissance est effectivement nulle. Cette fonction que l'on appelle entropie, elle est telle que si le système est isolé, la croissance de ma fonction est strictement positive. Pardon, ma fonction est strictement positive, donc du coup sa dérivée, donc je dis des bêtises. Ma fonction est strictement croissante, donc sa dérivée est strictement positive. À l'équilibre, ou si la transformation peut se faire dans les deux sens, on a une croissance nulle. Donc ça, c'est pour les transformations spontanées, donc irréversibles. Là, c'est pour les transformations réversibles qui sont dans les deux sens ou quand l'équilibre est atteint. Et enfin, les transformations impossibles sont caractérisées par des croissances négatives. Donc pour l'instant, ça reste très théorique, hein, parce qu'on n'a toujours pas défini la fonction S. On ne sait pas ce qu'il en est de cette fonction S, mais on lui adjoint des propriétés. Après tout, ça c'est quelque chose que vous avez déjà fait en mathématiques. Hein. Ne pas connaître une fonction, mais la décrire uniquement avec ses propriétés. On peut citer par exemple l'exemple de la fonction exponentielle. Alors il y a plusieurs définitions possibles, mais une des définitions consiste notamment à dire, là, je crée une fonction appelée exponentielle telle que la dérivée de cette fonction soit égale à elle-même. Donc là, ainsi, on construit la fonction dite exponentielle à l'aide d'une propriété. Bon. Ben là, c'est pareil. Je construis ma fonction S de t de telle manière que ma fonction, pour mon système isolé, soit croissante pour les transformations spontanées. Ça, c'est sa première caractéristique. On va voir après comment construire d'autres caractéristiques. Alors ici, en l'occurrence, je vais garder comme système que ma tasse de café, donc je n'ai pas un système isolé, j'ai un système qui échange, puisque là, on va avoir, vis-à-vis de mon système café, une perte d'énergie, effectivement, par voie thermique, puisque la température finale est plus petite que la température initiale, donc j'ai bien effectivement eu une perte. Ainsi, je vais redéfinir ma fonction S dans le cas d'un système non isolé en introduisant ce qu'on appelle donc le second principe de la thermodynamique, qui nous dit donc la chose suivante. Quand j'ai un système qui est susceptible d'échanger de l'énergie, eh bien, ma fonction S est telle que la variation de S se décompose en deux parties. Un terme qui est lié aux échanges d'énergie, que je ne connais toujours pas d'ailleurs, et un terme de création d'entropie qui, lui, est strictement positif pour les transformations irréversibles,
qui est égal à 0 pour les transformations réversibles, et dans le cas où on a SC négatif, cela implique que la transformation envisagée est impossible. Si on prend une transformation infinitésimale, on peut écrire ceci comme étant la petite variation de S, qui est donc égale à un petit échange d'entropie et à une petite création d'entropie. J'insiste bien, le petit d veut dire variation et le petit delta veut dire petit échange. On va admettre que une expression possible de l'entropie d'échange corresponde au rapport du transfert thermique infinitésimal à la température extérieure auquel est confronté le système étudié. Donc dans le cas notamment d'une transformation monotherme. Ainsi, si on a un transfert thermique qui s'opère par effet joule, on n'en tient pas compte. Il faut qu'il y ait échange thermique via des parois. En intégrant, on va obtenir notre entropie échangée, puisque Tx est une constante, qui correspond donc au transfert thermique divisé par la température échangée. Une autre propriété que l'on va adjoindre à la fonction S, c'est que c'est une fonction d'état, à savoir qu'elle ne dépend que du paramétrage de l'état initial, pression initiale, température initiale, volume initial, et paramétrage de l'état final, pression finale, température finale, et volume final. Ainsi, comme cette fonction S ne dépend que de l'état initial et de l'état final, pour ce qui est de sa variation, on va calculer S tout simplement en calculant la valeur de S dans l'état final moins la valeur de S dans l'état initial. Bon, on ne fait pas beaucoup avancer que 1008 parce qu'on ne connaît pas S en tant que tel, donc la variation, on ne peut pas la connaître. Toutefois, cette variation, a priori, va correspondre à la vraie transformation étudiée. Mais étant donné que ça ne dépend que de l'état initial et que de l'état final, je peux utiliser une autre transformation qui n'est pas celle que j'étudie pour le faire. Pour ceci, le plus simple, c'est d'envisager de faire le calcul avec une transformation réversible. Si je le fais avec une transformation réversible, ça va être plus simple parce que j'aurai pas SC. Et je pourrais donc calculer delta S à l'aide de l'entropie dite d'échange pour laquelle j'ai une formule. Ainsi, j'ai la petite variation de S que je peux calculer à l'aide de ma transformation réversible. Et si j'ai une transformation réversible, ça veut dire qu'à chaque étape intermédiaire, il y a équilibre thermodynamique, à savoir que la température du thermostat hypothétique est à chaque fois ajustée à la température du système. Donc là, je reprends la température interne. Et ainsi, je vais effectivement, connaissant les caractéristiques des transferts et de la température, je vais effectivement pouvoir calculer la variation d'entropie. Donc c'est ce que je vais faire dans l'exemple ici de ma tasse de café, donc typiquement parlant, concernant une phase condensée. Bien, juste une petite remarque, cette transformation réversible, on sait que dans les faits, il n'existe pas de transformation réversible au sens strict. Mais on s'en fiche en fin de compte. Ça peut être purement hypothétique. Ça suffit effectivement pour que ce soit le cas. Ainsi, prenons l'exemple en question. Ma tasse de café. Donc mon système, c'est la tasse de café. Le café, c'est une solution aqueuse, donc je peux dire que c'est de l'eau. Je ne vais pas prendre le récipient, on rajoutera un petit truc en plus. Là, je vais simplifier les choses.
Donc si je fais un bilan d'énergie, l'application du premier principe, comme on l'a dit tout à l'heure, nous dit effectivement que delta H vaut Q, à savoir que le transfert thermique va correspondre ici à MC, facteur de T final, moins T initial, où le T final correspond à la température extérieure du thermostat. Si maintenant je fais un bilan d'entropie, eh bien pour calculer delta S, je vais passer par une transformation hypothétique réversible. Donc je peux prendre un peu n'importe quoi, donc je vais prendre le plus simple, à savoir que même si je prends une transformation hypothétique réversible, j'ai essayé de reprendre les caractéristiques de ma transformation vraie. Donc notamment comme elle est isobare, je vais faire l'hypothèse que je peux, qu'il existe une transformation réversible isobare qui me permet de passer du même état initial au même état final. Donc dans ce cas-là, je vais avoir dH ici, pour la transformation réversible. Or, je sais que dH, pour la phase condensée, c'est toujours MC delta T. MC dt, pardon, pour transformation infinitésimale. Donc, en intégrant, on voit que delta S, c'est forcément égal à MC fois le logarithme de la température finale sur la température initiale. Ainsi, grâce à ma transformation hypothétique, j'ai pu calculer la variation d'entropie correspondante. Donc, voilà. Donc, la température étant ici en Kelvin, donc c'est positif, donc le rapport est positif, je peux utiliser le log, il n'y a pas de souci. Par contre, je me rends compte que la température finale étant plus petite que la température initiale, j'ai delta S qui est négatif. Ah, ça voudra donc dire que c'est impossible. Non, non, attention. Le système ici est un système qui, en réalité, échange de l'énergie. Hein. Donc, le delta S est rigoureusement positif pour un système isolé, ce qui n'est pas mon cas ici. Ainsi, il faut calculer l'entropie créée pour s'assurer que c'est effectivement convenable. Je vais donc, deuxième point, calculer l'entropie échangée au cours de la vraie transformation. Donc pour la vraie transformation, l'entropie échangée, c'est le transfert thermique vrai divisé par la température extérieure. Et il se trouve que la température extérieure me donne la température finale. Donc ici, le Q vrai, c'est le delta H que j'ai calculé tout à l'heure, sur de fait la température finale, puisque Tx égale Tf. Il me reste ici MC, facteur de Tf moins Ti, sur Tf, à savoir que l'entropie échangée, eh bien c'est MC, facteur de 1 moins Ti sur Tf. Voici. Ti est plus grand que Tf, donc c'est à nouveau quelque chose de négatif. Donc là, j'ai deux termes négatifs. On termine en calculant de fait l'entropie créée, qui est, d'après ce que j'ai construit ici, mon second principe, la variation d'entropie moins l'entropie échangée. Eh bien, ça va nous donner ici. Alors, je vais prendre moins SE d'abord. Donc, moins SE, je change le signe dans la parenthèse. Donc, j'ai un MC facteur de TI sur TF, moins 1. Et puis, je dois rajouter delta S, donc MC log de TF sur TI, je vais factoriser MC. Et puis, je vais plutôt écrire log de TI sur TF ici, ce qui fait que je rajoute un signe moins pour écrire log de TI sur TF. Vous verrez plus tard après. Donc, voici l'évolution, pardon, voici l'entropie de création. Et en toute logique, comme évidemment ma tasse de café a fini par atteindre la température du thermostat, normalement ceci doit être positif. Il le faut, et strictement. Donc ça, il faut qu'on le vérifie. Alors,
le vérifier, on va aboutir a priori à une évidence, mais l'intérêt de le vérifier, c'est qu'en fin de compte, ça va valider mon concept. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Ainsi, si j'obtiens effectivement quelque chose de strictement positif, bah, au moins bah, toutes les théories que j'ai mis en place, tout ce que j'ai pu construire comme concept va être validé, puis on va admettre qu'effectivement on peut le généraliser. Hein, mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire par illustration. Bon, tout simplement, si j'appelle X le rapport TI sur TF ici, je vois que SC, effectivement, de X, eh bien, je peux l'écrire sous la forme MC facteur de X moins 1, moins log de X. Donc, pour étudier le signe de SC de X, il faut que j'étudie le signe de X moins 1, moins log de X. Donc, vous pouvez, a priori, comme vous savez, faire étudier les variations de cette fonction ici f de x, si vous voulez. Bon, moi, je ne vais pas le faire pour aller un petit peu plus vite. Je vais juste le faire de manière graphique. Hein. Parce que de manière graphique, vous savez tous, vous connaissez parfaitement bien la croissance de la fonction log, hein, que si vous avez la fonction ici x-1 qui est telle que en x égale 1, elle s'annule, et en x égale... qu'est-ce que je fais? En x égale 1, ça annule, oui. Et en x égale 0, elle donne moins 1. Donc c'est une droite affine, x est positif ici, bien sûr. C'est un rapport de température absolue, c'est positif. Donc elle est croissante comme ceci, de coefficient directeur 1. Et elle correspond en fait à la tangente à la fonction log en x égale 1. Et elle est toujours au-dessus de la fonction log. Donc on a en permanence x moins 1 qui est plus grand que log de x. Ce qui fait que f de x est toujours strictement positif à condition que x soit différent de 1. Hein. Donc en x égale 1, par contre, ça s'annule. X égale 1, ça voudrait dire TI égale TF. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. On a mis effectivement une tasse de café à 60 degrés initialement dans un environnement à 60 degrés, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est strictement positif. Donc, on a bien une entropie de création qui est positive strictement. Donc, la transformation est irréversible. Ou plutôt le fait qu'on le savait qu'elle était irréversible valide la création de ce concept. Au passage, vous auriez pu prendre un verre de soda frais sorti du frigo à 5 degrés, vous le posez sur la table dans un environnement à 20 degrés, il finit à terme par atteindre la température de 20 degrés. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on partait d'ici, quoi. Hein, donc forcément, on avait x inférieur à 1, mais ça donne quand même une évolution jusqu'à la température de 20 degrés. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc voici pour la création de ce concept, l'entropie, qui va nous permettre de caractériser les transformations possibles, des transformations impossibles, et parmi les transformations possibles, de savoir quelles sont celles qui sont réversibles, quelles sont celles qui sont irréversibles. Et c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que si vous avez deux transformations, transformation 1, ici, qui permet de passer de l'état initial à l'état final, et transformation 2, qui permet, à partir du même état initial, de passer jusqu'à cet état final, eh bien, vous pouvez calculer SC pour la première, et vous pouvez calculer SC pour la seconde. Et vous pouvez les comparer. Donc, si, par exemple, vous avez SC1 qui est plus grand que SC2, ben, d'une certaine manière, entre guillemets, je ne sais pas si c'est tellement français, mais vous pourrez dire que SC1, que la transformation numéro 1 est plus irréversible que la transformation 2. À savoir que vous pouvez associer à chaque transformation un caractère mesurable lié à son irréversibilité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que notamment, l'irréversibilité, elle est très souvent liée au caractère dissipatif des transformations. On fait qu'on a des pertes que l'on ne peut pas contrôler. Et donc, plus vous cherchez à minimiser SC, plus vous arrivez effectivement à contrôler les pertes.
et donc à optimiser un système de fonctionnement. Donc on cherche, on pourrait dire d'un certain point de vue industriel, on pourrait chercher à optimiser nos modes de fonctionnement de manière à avoir SC qui tend le plus possible vers zéro, c'est-à-dire à faire en sorte que les transformations vraies utilisées se rapprochent des transformations réversibles.